L'histoire des sciences des matériaux est divisée en 3 types, les sciences des matériaux qui traitent du corps et des aspects physiques de l'univers, de la physique, de la chimie, de la médecine et des mathématiques, etc. Et c'est humain commun en général, il n'y a pas de différence entre les interactions des métaux et des substances dans une société chinoise et une société musulmane, les sciences spirituelles, qui sont nécessaires à l'âme, la communication avec Dieu, un sentiment de tranquillité et de satisfaction, et ces sciences ont besoin de prophètes pour nous informer sur le chemin vers Dieu et l'adoration qui nous aide à atteindre la tranquillité et la satisfaction, et celle-ci varie d'une religion à l'autre et d'un peuple à l'autre. Les sciences des émotions sont des sciences telles que les arts et la littérature qui traitent des émotions telles que la peinture, la musique, la poésie et la littérature. Ce sont des choses qui n'ont pas de règles et qui sont associées à des états psychologiques temporaires et volatiles, mais elles aident à se sentir heureux et à l'aise ou fluctuent vers la colère et la tristesse et sont également affectées par les personnes, le lieu, la géographie et le temps. La science des matériaux est cumulative et augmente avec l'évolution de l'homme. Alors que les sciences spirituelles apportées par les prophètes sont fixes et ne changent pas avec le temps, en revanche, les sciences émotionnelles sont volatiles, ascendantes et descendantes, non liées au temps ou au lieu, et n'ont pas de règles. Nous pouvons trouver de très beaux vers écrits par leur auteur il y a des centaines d'années, et personne n'a été capable d'écrire de la poésie du même niveau jusqu'à aujourd'hui. Ou un poète qui crée à un moment donné, puis arrête sa créativité pendant des années, puis revient pour créer à nouveau. Avant l'invention de l'écriture, les humains n'étaient pas en mesure de stocker la science, d'échanger des connaissances, de les transmettre de génération en génération et de les transférer d'un endroit à l'autre. L'invention de l'écriture il y a environ 5000 ans a été le début du développement des sciences matérielles et de la connaissance et de leur transmission de génération en génération et de l'accumulation de connaissances pour que les êtres humains puissent se développer et ajouter aux expériences de leurs prédécesseurs. Par conséquent, ce qui distingue l'homme du reste des animaux, c'est l'art de lire, d'écrire et d'enregistrer des informations. Et il les échangea avec le reste de son espèce. La relation de la science à la finance et à la politique, avant le XVe siècle, les sciences de la matière se développaient mais n'étaient pas liées à l'argent ou à l'économie. Les scientifiques écrivaient et diffusaient la science pour leur amour de la science, pas pour le gain financier. Ils veulent juste respecter les étudiants, diffuser les connaissances et les attribuer au monde qui l'ont atteint. Et ne pas voler le drapeau à quelqu'un et l'attribuer à une autre personne. Chaque scientifique devait chercher à gagner sa vie en adoptant un homme riche ou un dirigeant ou en l'incluant dans sa cour. Ou que ce scientifique ou ce penseur est riche et passe son temps à méditer, à réfléchir, à faire des recherches et à écrire. Parce que la recherche scientifique n'était pas considérée comme une source de subsistance. À l'époque grecque et romaine, les scientifiques et les penseurs préféraient éviter l'expérience pratique et considéraient la pensée logique comme le plus haut niveau de la science sans expérience pratique. Mais avec la civilisation islamique, les érudits musulmans ont ajouté 2 choses très importantes. 1. Que les sciences logiques s'ajoutent aux sciences expérimentales ne se contentent pas que le monde atteigne une explication apparemment logique de tout phénomène qu'il voit. Il doit plutôt effectuer des expériences de laboratoire pour prouver ou infirmer cette hypothèse. Ce qui a fait les premières constantes de la science moderne, qui est une science basée sur des preuves empiriques en plus de la logique et de la référence aux références précédentes. De l'utilisation des mathématiques et leur développement pour prouver ou infirmer de nombreuses théories et calculer de nombreuses hypothèses. Mais les scientifiques musulmans ont continué à travailler dans la science uniquement pour l'amour de la science. Tout comme les érudits grecs ont volé la science des pharaons et des Babyloniens et se l'ont attribuée à eux-mêmes, de nombreux érudits d'Europe occidentale ont volé une grande partie des sciences de l'Andalousie et des érudits musulmans et se l'ont attribuée à eux-mêmes. Avec le XVe siècle, l'ère de l'exploration, de la découverte de nouvelles terres et de la cartographie a commencé. Cela nécessitait l'organisation de l'exploration. Tout d'abord, l'idée que les premiers Européens à découvrir une terre et à y hisser le drapeau de leur gouvernement a commencé à émerger pour la première fois, devenant subordonnés à ce gouvernement.
pour éviter le chaos de l'exploration et des conflits dans de nombreux pays vastes et nouveaux. D'où l'idée du brevet ou que le premier à atteindre cette invention ou cette découverte devienne sa propriété et l'utilise et contrôle ses avantages financiers pendant un certain temps. Deuxièmement, parcourir des distances à travers les mers et échanger des marchandises entre différentes cultures nécessite l'organisation du temps, le développement d'horloges et l'organisation d'unités par lesquelles tout est mesuré, à partir des distances, du temps, de la cartographie et de la géographie. Ces mesures de distance, de longueurs et de poids sont également converties en unités universelles utilisées par tout le monde dans le monde entier pour devenir un concept de langage commun, comme l'utilisation de mètres, d'heures, de minutes et de kilogrammes, etc. Ainsi, il facilite le commerce dans le monde entier et détermine les distances, les prix et les quantités de marchandises. En raison de l'idée du brevet, le monde peut créer une idée qui le rend riche soit en utilisant cette idée, soit en vendant l'idée à un homme d'affaires afin d'en tirer profit pour gagner de l'argent ou fabriquer, et il est donc devenu dans l'intérêt des propriétaires d'argent de financer la science et la recherche scientifique pour développer leurs usines et surpasser leurs concurrents. Ainsi, la science est devenue pour la première fois une source d'argent et de gains et un domaine d'investissement comme le commerce, l'agriculture et toutes les affaires. De plus, avec le développement de la science, les scientifiques ont commencé à utiliser la science dans de nombreux aspects, y compris les guerres, les armes, l'espionnage et les conflits. Les scientifiques ont également reçu des fonds gouvernementaux afin que les gouvernements puissent prendre la tête de la puissance, de l'expansion et du contrôle militaire. Il y a des aspects scientifiques visant le profit matériel, comme le développement d'une méthode dans l'industrie pour obtenir un gain rapide pour un propriétaire d'usine. Et d'autres aspects scientifiques qui n'ont rien à voir avec l'obtention d'un gain financier rapide, comme l'étude des océans ou de la vie des organismes dans la forêt, par exemple. Par conséquent, ces sciences dépendent du financement de dons, de dotations ou de fonds publics, et nous trouvons souvent aujourd'hui des recherches qui ne sont pas à but lucratif, mais après plusieurs années, les hommes d'affaires ou les gouvernements en tirent profit. Bien sûr, cela a fait bondir la science à une vitesse sans précédent dans l'histoire en raison de l'association de la science avec l'argent, le profit et le gain. Mais d'un autre côté, une grande partie du contrôle des scientifiques sur les directions de la science et de la recherche scientifique a été retiré, et le contrôleur des directions de la recherche scientifique, et parfois même de ses résultats, est le financier et les propriétaires du capital. Même si les résultats sont contraires à l'éthique, ou ne servent pas les humains. Aujourd'hui, nous voyons l'Asie du Sud-Est entrer dans la course à la recherche scientifique et réaliser des développements rapides en peu de temps grâce à l'augmentation du financement de la recherche scientifique et du système des brevets. La science est devenue non seulement une source de respect pour la société, mais aussi pour gagner de l'argent et faire des profits pour les scientifiques, les innovateurs, leurs financiers et les institutions qui les soutiennent. Et ceux qui observent géographiquement le parcours du développement de la science et des scientifiques, nous constatons que les grandes puissances à la fin de leur règne dépendent de l'importation d'esprits et d'expériences, où les esprits locaux deviennent paresseux et préfèrent une vie de luxe et de conspiration politique pour entrer dans la science et la créativité scientifique. Par exemple, nous trouvons l'Empire ottoman au XVIe siècle encore fort et riche, important des esprits d'Europe pour fabriquer des armes, construire des bâtiments et concevoir des plans pour lui. Peu à peu, le centre de la science et de la créativité se déplace vers l'Europe. Aujourd'hui encore, au XXe siècle, les États-Unis d'Amérique importent des cerveaux de Chine, d'Inde et du Japon. De nombreux Américains préfèrent travailler dans d'autres emplois qui génèrent plus de revenus et assurent un plus grand confort. Progressivement, le Centre pour la science et l'innovation scientifique se déplace en Asie du Sud-Est. Nous devons aborder ici un aspect important, qui est le monopole de la science. Il y a des sciences que les gens ne devraient pas monopoliser ou empêcher leur propagation sous prétexte qu'il s'agit de brevets. Comme les sciences médicales, la thérapie humaine et beaucoup de sciences dans l'agriculture ou l'industrie.
Par exemple, lorsqu'une société pharmaceutique monopolise le secret de la fabrication d'un médicament et vend ce médicament à un prix élevé et exploite le besoin des gens, c'est contraire à l'éthique. Et ce que certaines entreprises prétendent que la recherche scientifique coûte beaucoup d'argent, ce qui justifie le prix élevé du nouveau médicament et le monopole de sa fabrication, ce n'est pas vrai, et si nous examinons les salaires des scientifiques et des chercheurs et le coût des laboratoires de recherche, nous trouverons beaucoup moins que ce que ceux-ci réalisent. Ces entreprises au profit fabuleux. Cet argument ne justifie pas le prix élevé, car le coût n'est souvent pas si élevé, mais de nombreux chercheurs fournissent leur travail et leur temps gratuitement ou pour une somme modique ou volontaire, mais l'entreprise achète cette créativité et en fait le commerce et la monopolise. La hausse des prix est en réalité causée par la cupidité des chefs d'entreprise et des propriétaires d'entreprises capitalistes. Peut-être que la solution est de revenir au système de dotation où les gens donnent de l'argent pour le bien, la science et la recherche scientifique, qui assure l'indépendance de la science et des scientifiques vis-à-vis des gouvernements à la recherche de gains politiques et de conflits, ainsi qu'à l'indépendance du capitalisme d'entreprise qui recherche le profit financier sans se soucier de la moralité. Là encore, nous devons nous arrêter un instant sur l'influence des théories scientifiques sur les idées et la politique des gens. Isaac Newton, la Philosophie Naturali Principia Mathematica d'Isaac Newton, écrite en latin comme tous les livres scientifiques de cette époque, est apparue et s'est répandue au début du XVIe siècle. Il a fourni une vue mécanique de l'univers permettant de prédire l'apparition d'objets et le mouvement des planètes et des particules. L'influence de cette grande théorie qui reliait la physique et les mathématiques s'est répandue. Ce qui a poussé les penseurs, les philosophes et les politiciens à regarder tout dans ce monde avec la théorie de la mécanique. Le monde est comme une horloge et des engrenages. Un système de mouvement d'engrenages doit être maintenu. Cela a contribué à diffuser des idées philosophiques déterministes et des idées qui encouragent les gens à être considérés non pas comme un groupe d'êtres humains, mais comme un ensemble d'engrenages sans émotion dont la fonction est le travail ou la guerre. Cela a rendu la pensée communiste, la pensée nazie, les idées totalitaires et le nationalisme militariste, qui recherchent la production et le pouvoir sans aucune appréciation de la liberté individuelle, de l'autonomie et des besoins spirituels. Darwin, la théorie de Darwin est apparue au début du XVIe siècle et parle de l'évolution entre les organismes et de leur capacité à s'adapter à l'environnement. Mais de nombreux politiciens et philosophes l'ont utilisé pour construire le soi-disant darwinisme social et politique, qui justifie le colonialisme, l'occupation et la domination de tout fort sur le faible sans morale sous le slogan de la survie du plus fort. Il en va de même pour les théories du communisme et du capitalisme qui présentent les couches de la société qui se battent et survivent pour ceux qui gagnent. Que les riches triomphent dans le capitalisme ou que le prolétariat triomphe dans le communisme. On retrouve également les effets des théories psychologiques de Freud sur de nombreux arts dans les médias, le graphisme, les films et les romans. Théorie quantique, Einstein et relativité. La théorie quantique traite de la portée de ce qui est plus petit que l'atome, et ce sont les théories sur lesquelles l'énergie nucléaire, l'ordinateur et de nombreuses sciences modernes ont été construits et sont apparus dans le monde juste avant la Première Guerre mondiale. Au début du XXe siècle. Avec ces théories, la théorie de Newton et les idées déterministes mécaniques ont commencé à ébranler et à être remplacées par des idées telles que le hasard, l'intrication, le facteur de chance et la transformation de la relation entre les particules et l'énergie, les ondes et les fréquences en propriétés dans des conditions changeantes. Tout cela a contribué à produire des idées philosophiques complètement opposées à ce qui existait sur la scène au XXe siècle sous l'influence de la théorie de Newton. Des contre-théories et des œuvres contre-philosophiques et artistiques ont émergé, comme la diffusion de la spiritualité malgré la faiblesse de l'Église en Occident. Et la montée des idées nihilistes qui rejettent l'idée de la possibilité de prédire et de planifier l'avenir, et parfois le pessimisme sur le présent, s'attendant à un avenir sombre et cherchant à échapper au monde réel. Histoire d'énergie. Tout au long de l'histoire, l'homme a tiré son énergie mécanique des muscles.
qu'il s'agisse de muscles humains ou animaux pour déplacer et déplacer des objets, voyager ou faire quoi que ce soit. C'était la règle générale, à quelques exceptions près, comme les voiliers ou certains moulins à vent qui utilisent l'énergie éolienne qui n'est pas disponible partout. Ou l'utilisation du feu pour chauffer le bois de chauffage. Le changement de paradigme qui s'est produit au XXe siècle a été l'exploitation de l'énergie de la combustion du charbon dans les machines pour alimenter les usines, les navires et les trains. Ce changement a permis à l'homme de voyager plus vite et sur de plus longues distances, ce qui a rendu le monde plus petit et les lieux plus proches, puis le développement de l'utilisation de l'énergie au XXe siècle pour utiliser le pétrole dans les voitures, les avions et les navires, qui a permis aux humains de voyager plus loin et plus vite, puis le développement de la communication humaine par l'énergie électrique dans le fonctionnement des lignes téléphoniques, des ordinateurs, d'Internet, de la radio et de la télévision. Puis l'exploitation de l'énergie nucléaire basée sur les théories de la science est apparue à partir de la théorie quantique et de la théorie d'Einstein, qui a fourni aux humains des sources d'énergie infinies, et au XXe siècle, les humains recherchent des énergies dites renouvelables et des énergies propres comme l'énergie. Un renouveau sans fin. L'histoire de l'économie et de la finance. Le centre financier mondial est resté lié à la Méditerranée orientale en Égypte, au Levant, en Irak et en Perse, où l'Inde et la Chine étaient des centres industriels et des centres de consommation en Europe occidentale. Le médiateur est le centre commercial au Caire, à Damas, à Bagdad et dans d'autres villes de l'Orient islamique, mais avec la découverte de l'Amérique, le centre du commerce et de l'industrie s'est progressivement déplacé vers l'Occident et est devenu les principales routes commerciales de l'Atlantique Nord entre l'Europe et l'Amérique, après avoir été le centre du commerce et de la navigation dans l'océan Indien entre les pays musulmans, la Chine et l'Inde. Avec la découverte de l'énergie au charbon, l'économie mondiale s'est tournée vers l'industrie plutôt que vers l'agriculture. L'Angleterre est devenue le centre de l'industrie mondiale grâce à l'invention de l'utilisation de l'énergie de la vapeur dans le fonctionnement des machines, des usines, des textiles et du coton, et a progressivement étendu l'utilisation des machines à d'autres branches industrielles et a poursuivi le cas au XXe siècle associé à l'industrie manufacturière et à l'énergie du charbon, puis est passé au XXe siècle à l'énergie pétrolière et au contrôle des États-Unis d'Amérique et au développement des moyens de transport à partir d'avions, de voitures, de trains et de navires fonctionnant au pétrole. Le modèle de consommation américain est apparu dans les maisons équipées de nombreux appareils électriques, qui sont progressivement devenus une partie importante des nécessités de la vie, ce qui signifie plus d'usines et de gains. Avec l'avènement du modèle américain, l'idée de prêt pour le citoyen moyen a commencé à se répandre. Avant les années 20, l'idée d'emprunter pour acheter des logements ou des meubles n'était pas acceptable. L'emprunt était une idée impopulaire contre les lois avant le XXe siècle. Du XXe siècle au XXe siècle, les emprunts, les prêts, les dettes et l'usure se limitaient à des questions spécifiques, qui étaient toutes liées à une personne contrainte. Il est obligé d'obtenir de l'argent pour construire un grand projet ou un commerce ou pour payer de grandes obligations dans lesquelles il est entré en vigueur. Les États-Unis ont également joué un rôle important en économie dans le développement de théories commerciales telles que la publicité et l'étude de la psychologie de la consommation et des consommateurs, ainsi que la méthode de fabrication à travers la chaîne de fabrication, l'installation, etc. dans le développement des arts de la gestion des entreprises et des usines pour réaliser des profits plus élevés et augmenter les ventes et la consommation. L'idée est devenue que plus de consommation signifie plus de croissance économique et de prospérité. Même si cela provoque la consommation des ressources de la terre, les entreprises fabriquent délibérément des choses qui ne vivent pas longtemps, ou de nouveaux modèles et de nouvelles modes pour pousser les gens à acheter quelque chose de nouveau dont ils n'ont pas besoin et à se débarrasser de l'ancien simplement parce que c'est un vieux modèle ou qu'il ne peut pas le réparer, en particulier avec l'absence délibérée de pièces de rechange ou l'augmentation des prix d'entretien pour forcer les gens à acheter de nouveaux produits pour faire fonctionner les usines. C'est ce qu'on appelle une culture de consommation.
Au XXe siècle, l'économie et l'industrialisation se déplacent progressivement vers la Chine et l'Asie du Sud-Est de l'autre côté de l'océan Pacifique et s'éloignent progressivement du pétrole comme source d'énergie et recherchent d'autres sources, ainsi que l'entrée des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, de l'ère de l'information, d'Internet, des réseaux sociaux et de nombreux autres détails que nous voyons aujourd'hui et peignons l'image de l'économie du futur. Monnaie future et style de consommation futur. À l'avenir, nous retrouverons avec elle une plus grande utilisation de la réalité virtuelle et des jeux vidéo et une dépendance à leur égard et bien d'autres choses qui n'étaient pas importantes dans le passé. Tout comme les réfrigérateurs, les machines à laver et les téléviseurs sont devenus des choses importantes. Dans toutes les maisons au XXe siècle alors que rien n'était petit au XXe siècle. Le développement des idées économiques, dans les temps anciens, avant la construction des civilisations, l'homme n'avait que quelques outils simples et la nourriture de son époque. Les humains ne stockaient pas de biens et pas de nourriture. Pas de maisons fixes, de biens immobiliers et de terrains. Tout était commun à tout le monde et aux humains instables qui voyageaient d'un endroit à l'autre. Mais avec la stabilité, l'agriculture, la civilisation et la civilisation, les villages se sont formés à partir de centres de population dans lesquels les gens possèdent des biens, que ce soit sous la forme d'une maison, d'un lopin de terre à cultiver ou de récoltes qu'ils stockent ou échangent avec d'autres pour subvenir à leurs besoins. Plus la vie est compliquée, plus les besoins sont variés et plus la composition de la société et la répartition des emplois entre elles sont complexes. Des individus devaient émerger qui dirigeaient des communautés, gouvernaient entre les gens et préservaient les biens. Puis les dirigeants et leurs soldats sont apparus, l'administration et la justice. Les travailleurs de cet appareil sont devenus puissants et contrôlaient tout, leur donnant l'occasion d'obtenir plus de propriété et de bien-être que les classes qui travaillent dans les champs et cultivent ou même commercent. Avec les manifestations croissantes de la civilisation, il en a été de même pour la propriété, le contenu des maisons et ce que les gens étaient désireux d'acquérir. Au fil des âges, plusieurs systèmes d'économie et de propriété ont émergé. Le pays le plus éprouvé pour presque tous les systèmes était peut-être la Chine. Le pays passait de l'appartenance de toutes les terres à l'empereur ou au roi à leur distribution à sa guise aux seigneurs féodaux et aux seigneurs féodaux, réduisant en esclavage les paysans pour travailler la terre en échange de nourriture et de boissons et d'un endroit pour dormir. Et entre la terre appartenant à l'empereur et le peuple qui y travaille et le roi fait des cadeaux aux nobles et aux princes, et entre la distribution égale de la terre aux paysans et entre la terre pour ceux qui la cultivent mais ne la lèguent pas à ses enfants ou ne l'héritent pas au fils aîné seulement, mais le système féodal sous différentes formes était le système dominant, où le roi possède beaucoup. En dessous se trouvent des princes et des nobles qui ont aussi beaucoup, mais dans une moindre mesure. Les paysans et les marchands travaillent sur la terre du maître et y vivent et y meurent, et leurs enfants et petits-enfants y vivent. Ils travaillent et donnent au seigneur ou au seigneur féodal une somme fixe ou un pourcentage fixe des récoltes et prennent le reste pour vivre ou vendre sur le marché. Habituellement, il n'en restait pas grand-chose et à peine assez pour survivre. Tandis que le propriétaire ou le seigneur féodal jouit de l'argent et du luxe dans son palais. Le seigneur féodal dispose d'un groupe de gardes et de soldats qui assurent la stabilité de sa propriété. Ces soldats peuvent occasionnellement les envoyer à la capitale si le roi leur demande de participer à une guerre ou à une campagne militaire. Le seigneur féodal était responsable de chaque détail de la vie des travailleurs de ces terres. Traitement de la maladie, coût du mariage pour le mariage, arbitrage entre eux dans les conflits. C'était une relation présentée par les histoires sous une forme régie par l'éthique et la religion dans une relation patriarcale dans laquelle le seigneur féodal prenait de l'argent et du respect en échange de soins pour ses enfants paysans. Mais bien sûr, cela n'a pas toujours été le cas, il y a aussi eu des injustices et de l'exploitation. Mais c'était la vie et ses règles que tout le monde reconnaissait, donc personne ne s'y opposait, sauf de temps en temps sous la forme de révolutions ou de troubles lorsque l'injustice augmentait ou que les idées appelant à la justice et à la liberté augmentaient. Dans la plupart des régions du monde, la situation a continué de cette manière stable.
D'autre part, les lignes commerciales entre les villes et les villages et entre les pays dépendent de facteurs politiques, de la stabilité et de la qualité des routes pour le transport des marchandises, et la plus longue route commerciale au Moyen Âge était la route de la soie qui s'étendait entre la Chine à l'est et traversait les pays musulmans jusqu'à. Il atteint l'Europe à l'ouest. Mais avec l'ère de l'exploration et l'augmentation du commerce outre-mer au XVe siècle, des méthodes de gain inattendues ont émergé en finançant une cargaison qui venait de Chine ou d'Inde et était vendue en Europe. Ou une cargaison de matières premières en provenance des Amériques et utilisée dans des usines européennes. Cela nécessitait ce que l'on appelle l'emprunt pour financer la cargaison ou le navire et payer le prix lorsque la cargaison était retournée, ainsi que le commerce par mer était considéré comme une aventure et pouvait en tirer beaucoup de profit et en même temps les navires pouvaient se perdre dans une tempête ou être saisis par un pirate. Ainsi, le système économique a de plus en plus besoin de deux choses. Premièrement, emprunt, garantie, sukuk et transfert d'argent d'un endroit à un autre. Deuxièmement, assurance et indemnisation lorsque des risques surviennent. Ce système fait des sukuk et ce sont des certificats de garantie pour des biens et des produits ou une part dans une transaction ou un échange. Peu à peu, ces instruments ou actions sont devenus du papier qui pouvait être échangé et même vendu à des prix plus ou moins élevés. Par exemple, des instruments qui prouvent la dette de quelqu'un. Ces instruments peuvent être vendus à une autre personne pour un montant inférieur, à condition que cette autre personne soit mieux en mesure de recouvrer ses créances. Ainsi, les sukuk, qui ne sont que des documents prouvant les droits et la propriété, ont commencé à se transformer en une marchandise dans laquelle les gens échangeaient et utilisaient dans la spéculation, et leur prix changeait sans aucun retour sur la production. Ce système comporte également des aventures, comme le système de commerce extérieur, qui nécessite des assurances et des garanties. Cela a contribué à l'utilisation croissante du crédit et de l'assurance. De nombreuses formes de banques existaient dans le monde islamique pour financer le commerce de la route de la soie, mais au XVe siècle, elles se sont multipliées et avec elles l'augmentation du crédit usuraire et l'émergence des sukuk et des obligations. Les principaux lieux de propagation de ce système étaient l'Angleterre et les Pays-Bas. Avant le XVe siècle, ces systèmes existaient dans le monde islamique avec des garanties et des crédits, mais sans système usuraire. Il a souvent été garanti par les dirigeants à l'ère industrielle du XVe siècle, lorsque les humains ont commencé à utiliser des sources d'énergie pour le mouvement autres que les muscles. L'ère de la vapeur et de l'invention est apparue, ce qui a contribué à une production prolifique et à la nécessité d'élargir les marchés et d'exiger plus de matières premières. C'était l'occasion pour certains paysans de quitter leur travail agricole et de chercher plus de profit en travaillant comme ouvriers dans des usines ou en s'aventurant et en empruntant de l'argent pour construire des ateliers ou des usines pour eux-mêmes au lieu de travailler dans les champs des seigneurs féodaux, ce qui a permis à ces travailleurs, anciennement paysans, de réaliser des gains financiers, mais ils ont quitté la vie des champs, de la nature et du soleil et ont vécu leur vie dans des quartiers sales et des conditions de vie difficiles dans les villes industrielles. De nombreux seigneurs féodaux sont entrés dans ce domaine sous la forme de projets financés par l'usure afin d'obtenir des profits et des profits de l'argent qu'ils fournissaient. Ces développements ont abouti à la transformation du monde en classes conflictuelles, en riches capitalistes qui ont de l'argent, possèdent des outils et exploitent les travailleurs et les employés en prenant leurs efforts et en achetant leur temps et leur travail pour le salaire le plus bas possible, des travailleurs travaillant dans des conditions difficiles et parfois horribles, car il n'y a pas de système d'esclavage et aucune garantie du propriétaire de l'usine des travailleurs. C'est le droit de l'employeur de se débarrasser de tout travailleur qu'il n'aime pas ou qui vieillit et perd sa capacité à réaliser ce qu'on attend de lui et de le remplacer rapidement par une autre personne. L'offre est nombreuse et les opportunités sont limitées. Et lorsqu'il cherchera quelqu'un pour occuper la place, il en trouvera beaucoup prêts à travailler dans l'usine aux salaires les plus bas et dans les pires conditions. Grâce à cette relation d'exploitation, de nombreux systèmes ont émergé.
Les syndicats qui tentent de défendre les revendications des travailleurs et qui sont parfois une source de problèmes, de conflits et de perturbations du travail. Les politiciens échangent des slogans et sont financés et soutenus, que ce soit par des hommes d'affaires ou des syndicats, des médias et des intellectuels qui travaillent à diffuser des nouvelles et des idées pour trouver le monde dans lequel il existe actuellement plusieurs systèmes. Ces systèmes varient en fonction du pourcentage d'intervention de l'État, du pourcentage de liberté des transactions financières et du pourcentage d'intérêt à réaliser l'égalité entre les individus. La liberté absolue d'atteindre le maximum de profit que vous pouvez, quels que soient les moyens et le degré d'exploitation des autres, sous le slogan que c'est un marché ouvert pour une concurrence illimitée, l'offre et la demande, et que l'offre et la demande déterminent le prix et le gain. Régime communiste et socialiste, ingérence sévère de l'État et du gouvernement, transformation des entreprises en propriété de l'État, réduction des gains, transformation des personnes en employés, destruction de l'esprit de concurrence par l'hostilité contre la propriété privée des grandes entreprises. Les gens sont égaux en revenus, quelle que soit la différence entre eux en termes de capacités ou de diligence. Bien sûr, le système socialiste s'est effondré à cause de la bureaucratie et de l'ingérence du gouvernement, ce qui a créé la corruption et la paresse chez les travailleurs et tué la créativité parce qu'il n'y a aucun avantage dans ce système à être diligent ou supérieur. Peut-être que les avantages ne viennent que lorsque vous travaillez dans la bureaucratie de l'État en tant qu'employé ou informateur qui rédige des rapports et ne produit rien. D'autre part, le système capitaliste sauvage n'est pas régi par la morale et tout est détruit sous le mot d'ordre du gain et du profit et la fin justifie les moyens. Cela crée un groupe de personnes riches qui s'enrichissent chaque jour et qui contrôlent directement ou indirectement les médias et la politique pour faire des lois qui conviennent à leurs intérêts et asservir des millions de personnes pour servir et augmenter le profit de quelques personnes. Dans ce système, les travailleurs des usines et des entreprises sont exploités d'une manière pire que l'esclavage médiéval. Au moins, le maître prenait soin de ses esclaves lorsqu'ils vieillissaient et s'occupait de leur logement, de leur traitement et de leurs enfants, alors que dans le système capitaliste, l'employeur prenait la vie et les efforts des travailleurs, leur donnait de l'argent et ne se considérait responsable de rien dans leur vie par la suite. En effet, dans de nombreux pays, on leur déduit de l'argent sous le slogan de l'assurance ou de la pension pour l'investir et leur donner ce qui leur reste lorsqu'ils vieillissent ou tombent malades. Dans le système islamique, que nous voyons dériver de l'identité islamique, mais d'une manière qui convient à l'époque, nous voyons que l'État n'interfère pas dans la plupart des aspects de la vie. Nous trouvons de l'argent et l'économie dépend de la propriété privée, mais le système de spéculation, d'usure et de monopole n'est pas autorisé. Un système d'exonération fiscale avec peu ou pas d'impôts, où l'État est de petite taille et gère ses ressources à travers ses propres projets productifs, à partir desquels il dépense pour lui-même, tandis que les dotations et la société civile sont responsables des soins de santé, de l'éducation et des infrastructures sont un domaine d'investissement. Nous voyons une société sans usure et avec le moins d'ingérence de l'État dans la vie quotidienne qui atteindra le maximum de justice possible. Parce qu'un grand gouvernement capable de réaliser ce que les individus souhaitent est le même grand gouvernement qui est capable de prendre tout ce que les individus ont. L'économie communiste et socialiste et l'intervention de l'État créent des armées d'employés paresseux, bureaucratiques et improductifs. Alors que le marché libre actif offre la production. Mais avec l'islam, ce marché est éthique et sans spéculation, ni usure, ni manipulation des banques et des banques. Les grands projets sont financés soit par des dotations et des dons, soit par des actions non spéculatives, des non-ventes ou des manipulations boursières. L'histoire de l'argent dans les temps anciens, avant la stabilité de la civilisation, les humains dépendaient du pâturage, de la chasse, des déplacements et des voyages. Il n'était pas question d'accumuler de l'argent. L'homme vivait simplement avec ses besoins quotidiens. La transaction commerciale la plus extrême consistait à troquer quelque chose contre quelque chose, des oranges contre des œufs de poule ou des bâtons de bois de chauffage contre du poisson. Mais avec le développement de l'agriculture, les gens en avaient plus qu'assez et les greniers, les troupeaux de bétail et les terres sont devenus des propriétés.
Ainsi, les pièces de monnaie sont apparues comme des instruments garantis par les souverains ou des chèques garantissant qu'un tel était à son nom dans les magasins avec une certaine quantité de blé, par exemple, et les instruments sont devenus un moyen d'échange. Quelques choses rares sont apparues avec lui comme un moyen de traiter comme de l'argent ou des chèques. Comme l'or, l'argent, voire le sel dans certains pays ou les coquillages. Ces monnaies dépendent de la confiance en elles et de leur valeur, donc si les gens perdent confiance en leur travail, elles se transformeront en papier ou en morceaux de métal sans valeur. De plus, si les gouvernements impriment beaucoup de devises pour être plus que les produits sur le terrain, la valeur de la monnaie chutera dans ce qu'on appelle l'inflation. Les gens se retrouvent avec de nombreux billets de banque, mais ils ne valent que peu ou pas de valeur du tout. Par conséquent, depuis l'aube de l'histoire, les gens font confiance à l'or car l'or est un métal rare dont les quantités ne sont pas contrôlées par les gouvernements et les pays. La plupart des religions et des législations, y compris le communisme, sont contre l'usure. Ribe est le commerce des papiers, gratuitement sur le terrain sous forme de biens, de produits ou d'actifs. Qu'il s'agisse de billets de banque, de chèques, d'obligations ou d'actions, etc. Parce que c'est une économie imaginaire dont les gens tirent de l'argent grâce à la spéculation et non à la production réelle, et donc ce que nous voyons toutes les quelques années d'effondrement du marché et la perte de millions de leur argent se produit avec elle. Pourquoi cela se produit-il dans le système usuraire ? Parce que cela dépend d'un prêteur sur gage, d'une banque ou d'une institution qui dit avoir 100 livres, par exemple. Et elle vous prêtera ces 100 et vous devrez les rendre 120. Et si le monde entier avait 1000 livres dedans ? 1000 livres dans 10 institutions économiques, 10 institutions, et chaque institution a 100 livres et les prêtera à 20% d'intérêt, c'est-à-dire que vous espérez lui rendre 120 livres dans un délai d'un an de la part des emprunteurs. Je veux dire, après un an, ces institutions ou banques attendent 1200 livres alors que le monde entier a 1000 livres. D'où viennent les 200 nouvelles impressions de billets de banque ? Certains perdent leur argent tandis que d'autres gagnent, certains peuvent payer 120 livres, tandis que d'autres ne paient que 80 livres, déclarent faillite et perdent le système d'usure qui ne peut continuer sans victimes. Que ce soit des victimes sous la forme de personnes qui sont volées et exploitées. Ou ils déclarent faillite sous le slogan « Ce sont les règles du jeu ». Ou des victimes sous la forme de l'occupation d'autres pays et d'autres peuples et du vol de leur argent et de leurs richesses. Bien sûr, nous constatons que la spéculation d'aujourd'hui dépend de la confiance dans des institutions qui ne méritent pas confiance, c'est-à-dire des institutions bancaires qui vous disent qu'elles vous prêtent des millions alors que vous n'en avez pas. Ce n'est qu'un garant et lorsque la confiance vacille, la bulle éclate, les institutions s'effondrent, beaucoup font faillite et les actions chutent. Par conséquent, le problème aujourd'hui est qu'il existe de nombreux billets de banque, sukuk et obligations garantis par de nombreuses parties auxquelles on ne peut pas faire confiance, qu'il s'agisse de gouvernements, de banques ou d'institutions boursières. La seule chose qui est un peu éloignée de ces spéculations est l'or et la blockchain car ce sont les seuls aujourd'hui qui échappent au contrôle des gouvernements et des spéculateurs, jusqu'à aujourd'hui du moins, et ne peuvent donc pas en imprimer plus quand ils le souhaitent. Après que les gens aient perdu confiance dans toute économie liée au gouvernement après 2 siècles de confiance et de dépendance des gens envers les gouvernements dans de nombreux aspects de l'économie. L'histoire des impôts, tout au long de l'histoire et dans toutes les religions et lois, la collecte des impôts par le souverain est considérée comme interdite et est appelée accise dans l'islam, et elle est permise et injuste. Jésus, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a maudit les collecteurs d'impôts, ainsi que la plupart des religions, associent les impôts à l'injustice. Et tous les livres d'histoire parlent du dirigeant injuste qui collecte des impôts. Mais nous constatons que la plupart des étapes de l'histoire n'ont pas eu l'état aussi fort et étendu aux détails de la vie quotidienne des peuples qu'ils laissent aujourd'hui. Ainsi, la collecte des impôts se produisait à chaque époque, par exemple pour construire un palais ou un temple ou pour financer une armée en temps de guerre, et la plupart des impôts étaient collectés par la force et profitaient aux dirigeants, aux fonctionnaires et aux bureaucrates aux dépens du peuple. Au XXe siècle, le plus grand mensonge de l'histoire est apparu.
L'État s'est présenté comme s'occupant des gens, les éduquant, les traitant et construisant l'infrastructure de l'État en matière de routes, de services, de transport, d'électricité et d'eau, etc., en contrepartie de la perception d'impôts fixes perçus régulièrement, ou une augmentation des impôts, ainsi que de nombreux frais. Les gens paient 80% de ce qu'ils gagnent en impôts, des impôts lorsqu'ils reçoivent leur salaire et des impôts lorsqu'ils achètent quoi que ce soit, obtiennent un service, ou même se déplacent ou respirent. Mais il s'avère que 90% des impôts collectés sont gaspillés en salaires de politiciens et d'employés paresseux. Seuls 10% des services peuvent être créés. De plus, les gouvernements, après avoir collecté des impôts, elle a commencé à traiter les gens comme si ce qui était collecté n'était pas suffisant ou que cela n'avait rien à voir avec les dépenses quotidiennes. Par exemple, après que des taxes aient été perçues pour construire une route. Vous trouvez une station de péage sur cette route, et après que les taxes aient été collectées pour la construction d'une centrale électrique ou d'un hôpital, plus d'argent et de frais sont collectés pour dépenser cette station ou cet hôpital. Bien sûr, quand tout le monde demande, des chiffres et des chiffres apparaissent, mais en réalité on retrouve l'idée d'impôts conduisant à l'appauvrissement et à l'exploitation des gens. Par exemple, chaque mois, de nombreuses livres sont prises pour un projet visant à soigner cet employé lorsqu'il tombe malade ou prend sa retraite. La plupart de ces livres ne profitent pas à l'employé ou n'ont pas le droit d'en bénéficier. Alors que s'il économise cet argent dans sa maison ou dans un projet qui lui appartient, il sera l'un des plus riches au moment de sa retraite et se fera plaisir sans avoir à chercher des institutions d'assurance, des employés et des bureaucrates. L'économie a beaucoup d'histoires, que j'ai essayé de résumer mais que nous pourrons développer dans un autre livre. L'histoire de la politique à travers les âges, la société a besoin d'un système politique. Il y a deux façons de faire de la politique pour le bien des gens, réformer la société, répandre la bonté, défendre les principes, la voie morale, la politique pour atteindre le pouvoir de l'État et mobiliser les autres pour mettre en œuvre ce qu'il veut des intérêts des dirigeants, de l'État et des politiciens, méthode Machiavel. Il y a de nombreuses formes répétées à travers l'histoire, donc nous trouvons l'histoire de la politique facile parce qu'elle se répète à travers les âges. Chacune de ces formes a les avantages et les inconvénients de la démocratie et est le système le plus primitif. Il s'agit de prendre l'avis de tous les membres de la tribu avant de prendre une décision importante. C'était le cas dans toutes les sociétés primitives ainsi que dans les petites villes comme certaines villes grecques antiques. Ce système se caractérise par le fait qu'il fournit l'opinion de la société et ce que les gens veulent, mais son inconvénient est qu'il assimile l'opinion de l'expert à l'opinion des ignorants, car il peut être manipulé par ceux qui maîtrisent la parole et la manipulation des sentiments aux dépens de la raison et de la logique, et donc le système démocratique à courte vue recherche la satisfaction des gens ordinaires et de la majorité qui pense à aujourd'hui et maintenant. Si, par exemple, vous leur demandez de sacrifier leur vie aujourd'hui pour construire quelque chose qui donnera des résultats dans 100 ans, la majorité refusera certainement, même si des gens raisonnables peuvent penser que c'est une bonne idée de construire un avenir pour les petits-enfants. Lorsque les experts pensent que la démocratie mène à la violence ou à la foule, ils appellent cela du populisme. Bien qu'il soit la même chose. Aristocratie. C'est le règne de l'élite. Que ce soit ces élites, l'élite des érudits, des sages, des princes ou des riches. Ce système se caractérise par une facilité de prise de décision, surtout si cette société qui prend la décision est un groupe d'experts et de sages. Mais si ce petit groupe contrôlant la prise de décision et la législation était un groupe de capitalistes, par exemple, il créerait un système de soi-disant oligarchie, c'est-à-dire au profit de la minorité aux dépens de la majorité. Et c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui derrière le rideau. Les gens pensent que c'est démocratique, mais en réalité, la foule est contrôlée par une minorité par l'argent et les médias, qui font bouger l'opinion publique et les résultats des élections en fonction des intérêts de cette minorité dominante. Une dictature est le règne de l'individu qui contrôle tous les pouvoirs, un système qui peut convenir à un moment de bataille, de crise ou de guerre pour surmonter la crise.
Mais si ce régime dure plus de quelques mois, il créera une classe d'hypocrites et de carriéristes qui flatteront le dictateur et créeront un état de répression et de peur qui contribuera à répandre la corruption et l'injustice parce que tout le monde a peur de parler et quiconque parle est soumis à l'oppression. Et le pouvoir absolu fait un spoiler. Nous pouvons voir dans le système idéal de l'État islamique qui adopte les principes de l'islam et bénéficie des leçons du présent et de l'avenir que lorsque l'État a un contrôle limité, cela réduit l'injustice et la corruption, l'État dispose d'un financement limité et sa fonction est principalement la protection extérieure et l'élaboration de lois, tandis que le peuple dans sa vie quotidienne traite avec la société civile, les dotations et les entreprises privées. L'autorité législative se compose d'un conseil pan-public qui représente le peuple et d'un conseil spécialisé qui représente différents métiers et spécialités, tout comme la Chambre des Lords et la Chambre des communes en Angleterre ou le Sénat et la Chambre des représentants aux États-Unis et l'alternative à la Cour constitutionnelle suprême est le Conseil des juristes religieux. Un conseil guidé par le haram et le halal, non pas par des intérêts, des passions et la fin justifiant les moyens, mais régi par les textes de la religion qui venaient de Dieu. Il n'a pas été écrit par des êtres humains à la recherche d'intérêts à court terme. Cet équilibre des pouvoirs, une petite taille de l'État, une grande taille de la nation et l'indépendance financière de la nation vis-à-vis de l'État sont la garantie de réduire l'ingérence bureaucratique et les griefs tout en maintenant la stabilité et la sécurité et en affrontant les ennemis à l'étranger. Anarchisme, c'est le manque d'ordre ou l'anarchie, et chacun se gouverne lui-même sans gouvernement ou système qui suit les relations des gens les uns avec les autres. C'est, bien sûr, quelque chose de plus proche du nomadisme et du chaos que de la civilisation. Elle est exigée par des foules ou des philosophes qui se rebellent contre la situation actuelle et contre le contrôle excessif de l'État. Mais c'est un système qui n'est pas à la hauteur de la construction d'une civilisation et d'un grand système qui fait les pays et les États. Et ici, je voudrais dire que certains croient que la démocratie est la meilleure voie et un remède à la renaissance des peuples, et certains croient même que le progrès de l'Occident est causé par la démocratie, et c'est un mythe que l'Europe a toujours été des dictatures et des peuples obéissant au corps des empereurs et des rois. Une grande partie de la renaissance de la civilisation européenne moderne a eu lieu sous la dictature. Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait que 4 démocraties dans le monde développé. États-Unis, France, Suisse et Angleterre. Le reste de l'Europe développée a produit une richesse scientifique et créative sous le règne de tsars dictatoriaux tels que le Kaiser d'Autriche, le Kaiser d'Allemagne, le Kaiser de Russie et d'autres. Même l'Angleterre était une monarchie avec des pouvoirs beaucoup plus importants entre les mains du roi qu'après la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale et la victoire des États-Unis d'Amérique, la démocratie s'est imposée aux pays d'Europe. Mais cela n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale, ni même aidé à la renaissance de l'Europe. Après la victoire des États-Unis d'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, la démocratie, le libéralisme et le capitalisme sont devenus la religion officielle du monde qui est imposée à tous les pays du monde, et parfois même envahi des pays et tué des peuples sous le slogan d'imposer la démocratie, le libéralisme et le capitalisme par la force et la guerre. Comme cela s'est produit en Irak et en Afghanistan. Comme nous le voyons dans le monde du XXe siècle, nous trouvons des nations dictatoriales en plein essor comme la Chine, et des nations démocratiques en déclin comme les pays d'Afrique centrale. Ce qui fait d'Ennahda dans le pays n'est pas un système de gouvernement démocratique ou dictatorial, mais ce qui fait Ennahda, c'est le peuple et l'indépendance du pays vis-à-vis du colonialisme mental et politique et de la dépendance à l'égard de l'extérieur. Ce qui fait la Renaissance, c'est le respect des peuples pour leur civilisation, leur confiance en soi et leur identité, et leur sentiment d'avoir un message et une grande place que vous méritez parmi les nations, pas seulement un disciple des autres. Lorsque cela sera réalisé, l'indépendance économique, politique et militaire suivra, et les nations se lèveront. La renaissance des musulmans, des Romains ou de l'Occident est due à un sentiment de confiance en soi et au sentiment qu'ils sont des peuples dignes de respect et qu'ils sont donc capables de réaliser ce qu'ils veulent et d'écraser de leur place et de chercher un moyen de faire face aux défis et de créer des moyens de les surmonter et de faire le chemin de leur gloire.
Ce qui fait la Renaissance et les peuples, ce n'est pas le genre de défi, tous les peuples sont exposés à des défis, des problèmes et des conspirations, mais ce qui fait les peuples, c'est la façon dont ces peuples répondent à ces défis. Cela n'a aucun sens d'associer une victoire ou une renaissance à un leader, un individu ou un leader. Les gens intelligents existent à toutes les époques et dans tous les pays. Mais quand une personne brillante est au milieu d'un peuple paresseux et rendu, elle n'accomplira rien. Un leader comme Omar ibn al-Khattab, s'il est apparu au XXe siècle dans les pays arabes, n'accomplira rien, mais très probablement le peuple arabe se retournera contre lui. En effet, il est certain qu'aujourd'hui dans les pays arabes, il y a beaucoup de gens qui possèdent la même piété et les mêmes talents que Saladin et Khalid ibn al-Wali. Mais le système dans lequel ils vivent n'a pas fait et ne fera pas d'eux des leaders, et si vous en faites des leaders, ils n'obtiendront rien parmi les peuples soumis qui perdent le respect d'eux-mêmes et de leur histoire, méprisent leur identité et perdent foi en leur cause, leur religion et leur civilisation.